Oui, alors juste sur la régionalisation, c'est vrai que c'est la régionalisation du monde entier. C'est ce système de pensée qui nous imposera de croire que les pays doivent être aussi spécialisés économiquement dans telle ou telle tâche. Et même les régions doivent être spécialisées économiquement dans telle ou telle tâche. Bon, bah, la France, ce sera le pays, je sais pas, du tourisme, et puis aussi une pourvoyeuse de denrées agricoles, parce qu'on a encore ce potentiel-là en France. Ouais, même si l'Union européenne nous gâche ce potentiel avec la politique agricole commune, mais bon, certains petits pays vont fabriquer, je sais pas, des bananes, enfin, ce système de pensée nous semble être même un mépris d'États puissants, d'empires puissants vis-à-vis de pays qui seraient jugés comme petits et uniquement bons à boire rien ou presque, uniquement bons à faire oui, ce qu'a dit Arnaud, c'est intéressant. On va vers une république européenne et peut-être même un gouvernement mondial, ça on ne peut pas le savoir, c'est un petit peu tirer des plans sur la comète. J'ai pas l'impression qu'on voit spécialement, enfin c'est très paradoxal, j'ai pas l'impression qu'on va spécialement vers en tout cas en Europe, vers un développement des États-nations. Pourtant, il y a un certain nombre de régions dans le monde où le nationalisme n'est pas un passéisme, mais est une idée d'avenir. Et donc le développement d'États-nations cohérents, avec un vrai projet social, avec un peuple, un État, et pas une somme de peuples dans un État mal foutu, c'est quelque chose qui a de l'avenir. En Russie, au Venezuela, en Iran, dans certains pays d'Europe centrale et orientale, en Chine même et en Inde, enfin, dans ce qui est en gros ce monde émergent, bizarrement, c'est une idée qui se fait jour. Et chez nous qui serions une région de paix, de prospérité, de plein emploi, de commerce, chercher l'ironie derrière mes mots, le nationalisme serait forcément quelque chose de destructeur. Moi je voudrais, à titre personnel, mais je pense représenter la pensée du FN, même sans forcément ce mot-là, je voudrais que nous puissions ne pas dissocier nationalisme et patriotisme, bien sûr, du concept républicain. Je pense que nous pouvons être nationaux républicains et ne pas croire que la République puisse se détacher de l'attachement presque charnel, presque imperceptible, presque par bon sens, à la nation française, parce qu'elle nous a apporté même bien au-delà de la République. Parce qu'il y aura une chose à préciser à nos contradicteurs à l'avenir, mais que nous faisons depuis longtemps, c'est que l'histoire de France, c'est la République actuellement, ce n'est pas que la République. L'histoire de France ne commence pas en 1789. La France n'est pas que, au même titre que la France n'est pas que la métropole, enfin on pourrait faire des tas de métaphores comme ça. La France est plus grande que leurs clichés, qui sont leurs clichés, hein, qui sont leur manière de voir le monde, et qui ne sont pas pour autant la réalité. Bon, bah, la France, ça commence, alors c'est discutable, mais ça commence à tout le moins au Moyen-Âge, et c'est une construction, je dis des banalités, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est une construction par la souffrance, par le travail, par le labeur, par l'épargne, par les sacrifices qui vont des champs de bataille jusqu'aux usines, mais ça n'est pas, que les luttes pour plus de droits depuis ces 40 dernières années, enfin c'est ce qu'on nous présente comme ça. On nous présente ainsi les choses. Ça n'est pas la France. C'est une partie de l'histoire de France qui est, à l'échelle de la France, je suis désolé de le dire, est quasiment anecdotique. Parce que la France, c'est qu'un siècle d'histoire. Bon, cependant, on parle de la République ce soir, avec un titre qui est un petit peu malicieux. Quelle République voulons-nous? C'est plutôt pour dire finalement quelle République ne voulons-nous pas, je pense. Mais vous savez combien les titres, enfin vous le savez peut-être pas, mais les titres interro-négatifs, ça ne se fait pas. Donc, j'ai intitulé ça quelle République voulons-nous, mais il serait bon de réfléchir et de ne pas en rester juste au stade de l'intuition sur ce que nous ne voulons pas. Il y a certaines choses que nous ne voulons pas. Arnaud l'a rappelé en gros, c'est cette République qui
économiquement et socialement, ne tient plus du républicanisme, mais tient quasiment de la dictature, quoi. C'est-à-dire absence de souveraineté, absence de liberté d'expression. Arnaud n'en a pas parlé, mais moi j'ai pas tellement l'impression que la liberté de l'expression soit au zénith si on peut pas avoir un référendum. Encore le mariage homosexuel, vous allez dire que je suis obsédé par ça, mais pas spécialement pourtant, mais c'est l'actualité, et je pense que ça vous concerne tous. Il y a une réforme sur le mariage homosexuel. Ah, bah il n'y a pas de référendum. Ah, bah on nous gaze dans la rue parce qu'on manifeste pacifiquement. Hein, pacifiquement. Ouais. Alors qu'il y a eu 2-3 semaines plus tard des émeutes, enfin des pillages au Trocadéro où là c'était pas très pacifique, mais les réactions policières ont été plus sereines, plus douces. Bon, moi j'ai pas l'impression que tout ça soit très républicain et que j'ai l'impression que la République est plutôt dans notre camp. C'est encore une fois un constat à front renversé par rapport à ce que nous proposent les analyses médiatiques. Mais on a l'habitude au Front National, sinon vous ne seriez pas ici. Je pense que si vous étiez convaincu que tout va bien, juste parce qu'on a des lignes de Busway, une vie culturelle riche, nous dit-on, et le voyage à Nantes bientôt, waouh, je pense que vous ne seriez pas là ce soir. Pour prendre l'exemple local de Nantes, qui est aussi un exemple qui est un exemple de République dévoyée, mais qui est aussi un exemple, je pense, mais Marine Le Pen l'a très bien dit depuis 3-4 ans, de baronnie locale, c'est-à-dire, et donc de régionalisme. C'est-à-dire ne plus croire en l'État-nation, dépasser l'État-nation, et faire de sa petite ville, quand on est maire, et en général député-maire ou sénateur-maire, un petit territoire comme au Moyen-Âge, hein, une petite royauté, avec sa vie culturelle un petit peu, comment dirais-je, sans culture populaire, avec une culture totalement... bon, l'art c'est l'art, mais bon, pour moi la culture devrait avoir une vertu sociale, devrait être pédagogique, etc. Avec sa vie culturelle riche, avec son écomobilité, son éco-citoyenneté, ses représentations à l'étranger, c'est-à-dire que Nantes va avoir les ambassades à l'étranger, quelque chose de tout à fait fou, jugeons-nous. Tout ça, c'est aussi s'appeler la République en disant, là pour le coup, la République n'est plus une et indivisible, mais pour l'État socialiste, c'est un ensemble d'une centaine de grosses villes où tout va bien, et puis ailleurs, on a la désertification, pendant ce temps-là, on a la désertification des territoires ruraux, on n'a plus de services publics, on n'a plus de services de transport, on n'a plus de services hospitaliers, etc. Ça, pour moi, c'est pas la République, c'est un réseau de petits îlots urbains avec tout autour le désert social et le désert républicain. Et qu'est-ce que la République? La République, au sens du mot même, hein, et Didier a bien fait de rappeler que la République, c'est divers, hein, c'est aussi bien la République je ne sais pas comment ça s'appelle en Corée du Nord, mais c'est aussi bien la Corée du Nord que la France ou la Chine, ou les États-Unis d'ailleurs qui sont une république, ou l'Iran d'ailleurs qui est une république, c'est extrêmement divers. La République, c'est en gros un régime où les fonctions du chef de l'État ne sont pas héréditaires. Être républicain, ça pourrait être ça pourrait être croire que un monarque ou un dirigeant n'est pas forcément légitime avec un pouvoir qui viendrait d'on sait où, qui viendrait de Dieu ou d'une junte militaire, par exemple. C'est croire que c'est quand même, jugeons, hein, c'est quand même mieux, plus sain, plus représentatif quand la plus grande majorité possible. Donc dire ça, c'est dire étendre ça au suffrage universel direct pour les deux sexes, hein, ce qui n'existait pas avant. C'est quand même mieux si les chefs d'État, enfin le chef d'État en France peut être désigné par une majorité par le vote, et pas simplement par un processus arbitraire qui manquerait où il n'y aurait pas un aspect représentatif. Donc c'est un régime où les fonctions du chef de l'État sont paritaires et procèdent de l'élection. Une république n'est pas forcément une démocratie. La Corée du Nord, c'est pas une démocratie. La Chine, ça devient bizarre. La Chine, ça devient le règne de l'ultracapitalisme. C'est pas la démocratie. Hein.
Donc ça peut être bon de rappeler aux gens de droite et de gauche que capitalisme et démocratie, ou libéralisme et démocratie, bon, bah, c'est pas toujours lié organiquement, quoi. Il peut très bien avoir un régime très autoritaire, et puis enfin très autoritaire mais très ouvert, très ouvert pragmatiquement mais peut-être cyniquement aussi, mais nous ne jugeons pas la Chine, hein. Je pense que je serais chinois, je ferais comme la Chine, enfin, qui peut être aussi ouvert sur le marché, quoi. Alors il se trouve... Pour info, ouais. La Corée c'est République populaire démocratique de Corée du Nord. C'est ça, c'est un nom très long. Complètement, c'est des oxymores. C'est des oxymores, ouais. C'est des oxymores, ouais. Encore que bizarrement, la Corée du Nord résiste à la marche du monde, et bon, faut observer ça faut observer ça tout en se disant, bah, ça n'est pas notre modèle culturel, social, politique, mais c'est pas parce que ces gens font ces choix-là que ce sont des sous-hommes. Se dire ça, c'est déjà être nourri et accepter cette nourriture, être nourri par les médias, quoi. Il se trouve, avec l'évolution, avec l'histoire, avec l'évolution des choses, que la République, et ça je ne le savais pas en plus avant de le chercher pour m'informer, que c'est la forme de régime la plus répandue sur le globe. On est à 136 républiques dans le monde, sur à peu près 193 États. Bon, le monde n'a pas toujours été comme ça. Notre monde, notre planète a été une planète de grands empires, de monarchies aux rapports conflictuels, notamment en Europe, mais aussi en Mésoamérique, en Chine, enfin dans beaucoup de territoires. Il y a eu aussi le monde n'a pas toujours été qu'un monde d'État. L'État, c'est une forme d'organisation sociale, mais dans laquelle nous nous reconnaissons pleinement. Et pour reprendre ce que disait Arnaud sur les sujets du bac, actuellement, nous savons que les devoirs, mais dans les deux sens, c'est-à-dire nous savons ce que nous devons à l'État en termes de protection sociale, nous savons aussi ce que peut être l'État s'il est tentaculaire, s'il est bureaucratique, etc. Mais l'État n'est qu'un choix comme un autre. Même s'il devient le choix dominant, et même si la République, au XXIe siècle, est la forme d'organisation sociale et politique dominante sur le globe. Mais comme nous sommes français et qu'on parle de la France, sans être terre à terre, je vais revenir à la République française, qui en fait existe dans l'idée, avant même la première République française, donc de 1792, par la pensée philosophique et intellectuelle, puisque il y a eu une... C'était à l'époque des guerres des religions, et il y a eu un philosophe comme Jean Bodin, qui est connu en général pour sa phrase « il n'est de richesse que d'homme », qui a réfléchi sur le principe de République. Et c'est significatif, en même temps qu'il a réfléchi au principe de République dans un livre qui s'appelle Des six Républiques, je crois, qui est sorti en 1576. Donc c'est l'époque la plus troublée des guerres de religion, 4 ans après la Saint-Barthélemy, qui en même temps qu'il a réfléchi au principe de République, a réfléchi à quoi? A réfléchi au principe de souveraineté. Bizarrement, mais finalement logiquement, République, en France en tout cas, République et souveraineté sont liés dans leur émergence dans le climat intellectuel de l'époque, qui est celui de la monarchie absolue, pourtant, enfin de la monarchie qui devient absolue sous Henri IV, quelques décennies après, sous Henri IV et Louis XVI, mais ça n'empêche pas que des philosophes se disent on va réfléchir à une théorie politique et juridique de la souveraineté, donc la souveraineté populaire, pour eh bien, opposer à cette absolutisation du régime quelque chose de plus représentatif des intérêts du peuple, pris au sens large. Et c'est déjà, sans doute, moi je ne suis pas dans la tête de Jean Bodin, mais c'est déjà peut-être réfléchir à une France qui n'est plus, comment dirais-je, qui n'est plus prisonnière de son appartenance ou au tiers-état, ou au clergé, ou à la noblesse. Ce qu'on est un petit peu en train de nous reconstituer maintenant avec des critères différents. Hein. Parce que selon que vous soyez des campagnes, selon que vous soyez finalement des campagnes ou de centre-ville,
selon que vous soyez UMP, PS ou Front National, vous êtes considéré différemment. Vous serez considéré, moi j'ai tendance à croire que l'électeur FN de Creuse, il est plutôt considéré comme du tiers-état par le pouvoir politique actuel. C'est-à-dire comme quantité négligeable, et n'ayant finalement pas droit et à la parole, et même à la pensée, et à l'expression de cette pensée par le vote. Puisqu'on va lui dire, mais monsieur ou madame, parce qu'on va pas nous faire croire que l'électorat du FN est masculin, hein. Monsieur ou madame, vous votez mal. Même si vous avez placé Étienne Bousquet-Cassagne deuxième position. Vous votez mal quand même, puisque la logique eût été de voter pour un retraité socialiste de 63 ans, sans ancrage politique. Voilà. C'est le message de notre République qui est complètement dévoyé, qui est complètement anti-républicain dans la fond et dans la forme, mais qui est ce qui se passe actuellement sur toutes les antennes. Alors, pour revenir à République et souveraineté, à Jean Bodin, c'est quelque chose cette pensée politique, cette pensée juridique émerge à une époque qui est sans doute une des plus troublées de l'histoire de France, avec le contexte des guerres de religion, donc opposition du catholicisme d'État et puis de la réforme protestante. Bizarrement, logiquement, ces époques de grands troubles font émerger des pensées dont on peut estimer qu'il serait utile de les creuser un petit peu. Bizarrement, notre époque de troubles fait émerger une pensée selon laquelle la nation peut encore quelque chose, l'État peut encore quelque chose, que les lobbies ne doivent pas gouverner, que la souveraineté doit être détenue par le peuple et non pas par des bureaucrates européens. Alors les formes sont très diverses. La forme qui nous intéresse prioritairement, ça reste quand même le Front National, mais pas que dans le temps électoral, puisque 2013 n'est pas une année électorale par exemple. Mais il y a un climat intellectuel dont on nous dit qu'il est malsain, dont on nous dit qu'il est radical, mais la manif pour tous, le printemps français, les interrogations légitimes des travailleurs français, de la collusion entre certains syndicats et le MEDEF sur la casse du Code du travail, toutes ces choses-là, ça participe, dans une période de grands troubles, à quelque chose qu'il faudrait creuser, je pense, un petit peu. Pour, encore une fois, retrouver un peu de République de temps en temps, et un peu de France. Les deux ne sont pas dissociés.